Vous êtes bien au numéro de Todd Collep. Je suis avec un client pour le moment. Laissez-moi votre nom et votre numéro et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Cet homme, il semblait normal. Personne ne savait qu'il avait cette autre facette. Cette propriété, ça devait être mon sanctuaire? Ouais, pas mon terrain pour tuer. Il n'avait aucune émotion, rien. Pour lui, c'était comme un jour ordinaire, une sortie au parc. Il y a toujours eu quelque chose qui me mettait mal à l'aise avec lui, et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Est-ce qu'on va vraiment faire ça? L'affaire va vraiment enfin être résolue? Brianna, cette affaire est pleine de rebondissements. J'imagine que quand les policiers ont reçu le tuyau qui les a conduits à Collep, ils ne s'attendaient pas à la retrouver, et encore moins en vie. Je voudrais surtout remercier tout le monde pour vos prières et vos efforts pour me retrouver. Sans vous, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. C'est une tierce personne qui leur a dit que Kayla était ensevelie sur la propriété de Woodruff. On dirait que quelqu'un savait quelque chose. La police a été mise sur des fausses pistes par l'ex-femme de Charlie Carver, ce qui a fait perdre du temps dans l'enquête pour retrouver le couple. On sait qu'il y avait plus que du physique entre vous et Kayla. Kayla Brown a été arrêtée pour violence domestique au 3e degré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e et dernier épisode de ma série de vidéos consacrée au cas de Todd Collep, surnommé le Amazon Review Killer. Dans les 2 premiers épisodes, on a évoqué tout le parcours de Todd Collep, son enfance et sa carrière professionnelle, mais surtout ses crimes, son arrestation et ses aveux. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu les 2 premiers épisodes, je vous conseille vraiment d'aller les regarder avant de continuer parce que sinon vous allez passer à côté d'énormément d'informations essentielles. Évidemment, ils sont d'ores et déjà disponibles sur ma chaîne. Dans cet épisode, on va plus parler de ce qui s'est passé après son arrestation, c'est-à-dire le procès, les révélations et aussi toutes les théories qui entourent cette affaire. On va aussi parler du profil psy de Collep et je vous préviens d'avance, il y a pas mal de choses à dire, donc ça va encore être une bonne grosse vidéo. Allez, du coup, ne perdons pas plus de temps, je vais vous laisser découvrir tout ça. Comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti! Avant toute chose, j'aimerais commencer par parler des réactions des parents de Todd Collep et surtout de sa mère, Regina Tagg, puisque c'est elle qui s'est le plus exprimée publiquement. Souvenez-vous, Collep avait demandé à la voir après son arrestation et c'était d'ailleurs la condition pour qu'il accepte d'avouer ses crimes. Quand j'y pense, c'est un peu drôle. Quoi? À la fin de tout ça, si vous m'aidez à parler à ma mère, je vous aiderai à refermer certains chapitres. Franchement, je me fais pas de soucis pour ma conscience. Vous m'avez donné ce que je voulais. Avoir l'occasion de prendre soin de ma mère, et que ma copine le veuille ou non, que je prenne soin d'elle et de sa fille. Et après ça, Regina va prendre la parole pour le défendre. Par exemple, dans une interview, Regina Tagg déclare « Todd n'était pas un monstre. Il ne faisait pas cela pour le plaisir. Il le faisait parce qu'il était en colère et blessé. En soi, et je l'ai déjà dit, c'est pas si choquant de voir une mère défendre son fils. Elle l'avait d'ailleurs déjà soutenu lors de sa première arrestation en 1986. Par contre, ce qui l'est plus, c'est la manière dont elle va justifier chacun des crimes commis par son fils. Pour les meurtres au magasin Superbike, elle dit que son fils avait été humilié par le personnel du magasin et que c'est ça qui aurait déclenché sa colère.
Je voudrais que le monde sache qu'il n'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un de bien. Je lui ai demandé s'il l'avait fait, et il m'a répondu que oui, c'était lui. Alors j'ai demandé « Pourquoi ?» Parce qu'il avait toujours voulu avoir une moto, et il ne savait pas comment en conduire. Et ils se sont foutus de sa gueule. Ils se sont moqués de lui, ils ont fait des blagues. Il a été blessé. En ce qui concerne Charlie Carver, Kohlhepp l'aurait tué parce que ce dernier avait été insolent. Et la raison pour laquelle il a séquestré Kayla Brown, c'est tout simplement parce qu'il ne savait pas quoi faire d'elle après qu'elle ait été témoin du meurtre de Carver. Bah oui, pauvre petit Todd. Alors, on sait que quand ils se sont vus après son arrestation en 2016, Kohlhepp s'est excusé auprès d'elle. Et il aurait dit « Je suis désolé maman » en pleurant, mais Regina avait elle-même déjà dit que son fils était incapable de ressentir des remords et que la seule raison pour laquelle il s'était excusé après l'agression de Christy Granaldo en 86, c'était pour réduire sa peine de prison. Donc c'est quand même assez contradictoire. Mais on aura l'occasion de reparler un peu plus de la relation de Kohlhepp avec ses parents plus tard. Cela dit, je trouvais important de l'évoquer déjà avant de vous parler du procès. En fait, je vais pas trop m'attarder sur la partie procès, parce qu'il a été relativement rapide et simple. Le 26 mai 2017, Todd Kohlhepp a plaidé coupable de 7 meurtres, 2 enlèvements, 1 viol et 4 chefs d'accusation de possession d'armes. Il a accepté de plaider coupable pour éviter la peine de mort, ce qui est assez cocasse au vu de son comportement lors de son interrogatoire. Je me demande comment ça va se passer. Comment ça ? Soit ils vont me sangler sur une civière pour m'exécuter, et je m'attends à ça. Ou alors, ils vont me mettre dans une petite boîte quelque part, loin de tout le monde. Mais j'y crois pas. Je pense qu'ils vont me mettre sur une civière. Qu'est-ce que vous voulez ? Blague à part, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez ? Amenez-moi à l'arrière et tirez-moi une balle à l'arrière de la tête. Non, je ferai pas ça. C'est quand même fou de voir comment le discours des tueurs sur la peine de mort peut évoluer quand ils y sont réellement confrontés. Bref, Todd Kohlhepp a été condamné à 7 peines de réclusion à perpétuité consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle, ainsi qu'à 60 années supplémentaires pour tous les autres chefs d'accusation. Par contre, cet accord avec le procureur implique aussi que Kohlhepp renonce à tout droit d'appel et, en cas d'évasion, l'État se réserve le droit de reconsidérer la peine capitale. Pour les proches des victimes, même si cette condamnation est un soulagement, elle n'efface pas la douleur pour autant. Mon fils n'a jamais eu l'occasion de connaître son père. Il n'y a pas de véritable justice lorsque la victime est assassinée. Il n'y a pas de clôture. De son côté, Todd Kohlhepp n'a évidemment exprimé aucun remords par rapport à ses crimes. Par contre, il a bien fait comprendre qu'il n'était pas d'accord avec le fait d'indemniser les victimes. Le 1er décembre 2016, Kayla Brown a intenté une action civile contre Kohlhepp pour séquestration, agression et viol. Et en 2017, un juge lui a accordé 6,3 millions de dollars de dommages et intérêts, et les fonds proviennent de la liquidation des actifs de Kohlhepp. Mais d'après Todd Kohlhepp, et ça on l'a déjà vu, Kayla ne mérite pas d'être indemnisée dans la mesure où il ne s'agit pas d'une vraie victime. Visiblement, le juge n'était pas du même avis, et heureusement. Les familles des victimes du magasin Superbike ont aussi intenté des poursuites civiles à l'encontre de Todd Kohlhepp. On ne connaît pas pour le moment le statut de cette démarche et je peux donc malheureusement pas vous dire s'ils ont obtenu réparation ou pas. Après sa condamnation, Todd Kohlhepp est envoyé à la prison d'État de Kirkland en Caroline du Sud, mais ne croyez pas que l'histoire s'arrête là pour autant. A priori, il est confiant par rapport à sa sécurité. Il a un physique imposant, il est persuadé que les autres détenus auront peur de lui dès qu'ils réaliseront que les gens qu'il chasse, ce sont eux. Vous savez, le problème, s'ils ne m'exécutent pas, c'est quand les gens de la prison vont comprendre que mes proies, c'est eux. Ils vont vraiment avoir peur de vous. Eh figurez-vous que les détenus ont eu tellement peur de lui que, dès son arrivée, il s'est fait tabasser si violemment qu'il a dû être placé en détention protégée, et par la suite, il a même été transféré à Broad River, un centre pénitentiaire en Caroline du Sud. Mine de rien, ça ne suffit pas à le calmer.
Son incarcération ne l'empêche pas de parler, bien au contraire, il va correspondre avec plusieurs journalistes et il va notamment écrire à propos de ses victimes. Oui, il y en a eu plus que 7. J'ai essayé de le dire aux enquêteurs et je l'ai dit au FBI, mais on m'a ignoré. Ce n'est pas un problème d'addition, c'est un problème de multiplication. Sortir de l'État et sortir du pays. Merci au permis de pilote privé. Ce qu'il suggère ici, c'est qu'il a quitté le pays grâce à sa licence de pilote et qu'il a commis plus de crimes ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit à sa mère après son arrestation. Le souci, c'est qu'on n'a aucune preuve de ça. D'ailleurs, contrairement à ce que Kohlhepp prétend, les autorités ont bel et bien enquêté sur lui. Par exemple, le département de police de Tampa s'est concentré sur tous les crimes irrésolus de ces 30 dernières années. Ils ont épluché les cold cases, ils ont cherché des similitudes avec le mode opératoire de Kohlhepp, mais ils n'ont rien trouvé. Rien, sauf une piste qui s'est avérée fausse. Le 25 novembre 2016, la police de Greer en Caroline du Sud annonce qu'elle avait désigné Kohlhepp comme une personne d'intérêt dans une affaire non résolue de vol de banque et de triple homicide commis en 2003 à la banque Blue Ridge Savings. Ce crime avait eu lieu 6 mois avant les fusillades de Chesney, mais aucun lien définitif entre Kohlhepp et les meurtres n'a été établi. Kohlhepp a d'ailleurs toujours nié être impliqué dans cette affaire. Le fait est que, même pendant son interrogatoire, il a affirmé ne pas avoir fait plus de victimes. Avez-vous tué quelqu'un d'autre à Spartanburg? Non. Avez-vous tué quelqu'un d'autre en Caroline du Sud? Non, monsieur. À part le garçon en Arizona et les gens du Superbike et ceux dont on a retrouvé les corps sur votre propriété, est-ce que vous avez tué quelqu'un d'autre? Et je vous demande ça parce que... Vous en avez assez. Non, je sais, mais laissez-moi vous expliquer. Vous êtes une personne qui peut compatir. Je suis une personne qui peut compatir. Sous l'effet de la colère, quand quelqu'un vous a énervé, vous avez pu avoir envie de lui en coller une, lui tirer dessus, le poignarder, la tuer, peu importe. Mais quand vous êtes éveillé la nuit, ça peut vous travailler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous demande ça. N'en ai pas tué d'autres. C'est le seul que vous avez tué? Oui, monsieur. Ok. Donc quand vous avez dit à votre mère que vous n'aviez pas assez de doigts pour les compter, je savais pas quoi lui dire au téléphone. Ok, donc c'était une sorte de... pas un enjolivement, mais une sorte de... Je voulais pas lui donner un chiffre exact. Je vois. C'est plus que les doigts d'une main, mais c'était pas du tout pour me vanter. Ouais, je comprends. Certains de ces imbéciles pourraient penser que c'était pour me vanter et que je trouve ça cool, mais c'est pas le cas. Pourtant, on l'a vu, il prend du plaisir à raconter ses crimes. Donc pourquoi est-ce qu'il prétend en avoir commis d'autres sans donner plus de détails? Depuis son incarcération, il répète qu'il a commis au moins 2 autres meurtres, mais il refuse de donner des détails à ce sujet. Alors certes, d'après lui, c'est parce qu'il veut quelque chose en échange, mais c'est aussi totalement possible qu'il mente. Durant son interrogatoire, il avait par exemple affirmé avoir tué un homme après que celui-ci ait tiré sur son ami lors d'une initiation de gang. Les faits auraient eu lieu en 1986, alors qu'il était chez son père en Arizona. J'ai eu quelques altercations en Arizona. Je me rappelle pas des détails. Un ami s'était fait tirer dessus alors qu'il sortait d'une ruelle. J'ai retrouvé le gars un moment plus tard. Mais comment s'appelait votre ami? Michael quelque chose? J'étais enfant, je me souviens plus. Sauf qu'on le sait, le département de la police de Tempe a mené une enquête poussée sur tous les cold cases datant de cette période-là et ils n'ont rien trouvé. Plus récemment, en 2019, la sortie du documentaire Serial Killer Devil Unchained a relancé le débat autour des victimes présumées de Kohlhepp. Malheureusement, il n'est pas disponible en France, même avec un VPN, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques infos. Dans ce documentaire, Kohlhepp a accordé une interview à la journaliste Maria House depuis sa prison et il a déclaré « Le nombre de victimes est loin d'être exact. Le chiffre est en réalité bien plus élevé que les 7 qui ont été rapportés. » Il a aussi ajouté que le public ne connaît que 10% de l'histoire et qu'il a commis des crimes avant et après la fusillade du Superbike. Et il n'aurait en fait pas eu de pause entre cette fusillade et le double homicide de Megan et Johnny Coxey. Pire encore, Kohlhepp prétend qu'il faisait partie d'une sorte de club de chasse qui traque et tue des personnes pour s'amuser. Il a mentionné ses nombreux voyages à Juarez, au Mexique, et d'après les enquêteurs, rien ne prouve que ce qui est dit est faux. Autrement dit, il aurait effectivement pu faire partie d'un affreux club de chasse qui prenait pour cible d'autres êtres humains,
Mais c'est pas sûr non plus. En fait, c'est assez dur de faire la part des choses dans cette histoire. D'un côté, on sait qu'on ne peut pas faire confiance à Kohlhepp. On sait qu'il ment. Mais d'un autre, rien ne prouve qu'il ne dit pas la vérité et qu'il n'ait pas effectivement fait d'autres victimes. D'ailleurs, John Douglas, le célèbre profiler, soupçonne que Kohlhepp a continué à tuer activement pendant les 12 années qui séparent les meurtres du magasin Superbike en 2003 et les meurtres de Johnny Coxie et Megan McCrow Coxie en 2015. Et c'est vrai qu'une période de refroidissement de 12 ans, c'est rare pour un tueur en série. Mais c'est pas impossible. Par exemple, on sait que Dennis Rader, le BTK Killer, a passé plusieurs années sans commettre de meurtre. Il a commencé à tuer en 1974, mais il a fait une pause entre 77 et 85 avant de recommencer à tuer. Le tout en ayant une vie normale en tant qu'employé municipal et père de famille. Tous ces questionnements m'amènent d'ailleurs à une des théories officieuses les plus troublantes dans cette affaire. Et si Todd Kohlhepp n'était pas l'auteur de la fusillade du Superbike? Je sais, là vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? Attendez. Déjà, je tiens à insister sur le fait qu'il s'agit d'une théorie officieuse, qui n'est donc absolument pas validée par les autorités, ni même par les familles des victimes. C'est en fait principalement une rumeur qui circule sur Internet, parmi les web sleuths, les enquêteurs amateurs, dont la chef de file concernant la théorie que je vais évoquer ici est Pat Brown, qui n'a rien à voir avec la victime Kayla Brown, elles ont juste le même nom de famille. Pat Brown est une autrice américaine, profiler autoproclamée, ayant travaillé sur beaucoup d'affaires célèbres, notamment dans le sens où elle s'est beaucoup exprimée sur des affaires connues dans des livres ou dans des documentaires. Son parcours universitaire est un petit peu flou, mais on sait qu'elle a eu un diplôme en art, puis un master en justice criminelle. Mais il me semble pas par contre qu'elle ait déjà travaillé ou collaboré directement avec la police. En tout cas, Pat Brown, au début des années 2000, donc bien avant l'arrestation de Todd Kohlhepp, elle a commencé à s'intéresser à l'affaire du Superbike. Elle s'y est tellement intéressée qu'elle a même passé 1 à 2 semaines à Chesney, sur les lieux du crime, pour s'imprégner du dossier, qu'elle a visiblement eu entre les mains, la police l'a laissé tout regarder, prendre des notes, etc. Et depuis, elle publie régulièrement ses opinions sur ce qu'elle pense qui s'est réellement passé le 6 novembre 2003 dans la concession de moto. Or, sa théorie, c'est que l'enquête n'a pas été correctement faite, que des éléments ont peut-être volontairement été écartés pour couvrir soit des erreurs, soit des oublis des enquêteurs. Selon elle, l'affaire aurait même été manipulée pour arranger les affaires du shérif Chuck Wright, qui, à l'époque, était en campagne et qui a été élu très peu de temps après. Bref, je vais pas tourner plus longtemps autour du pot. Même si Pat Brown refuse de pointer directement du doigt un suspect, elle est très vocale sur le fait que, pour elle, les aveux de Todd Kohlhepp sont de faux aveux. Elle avance notamment qu'à part ses confessions, il n'existe aucune preuve concrète que c'était bien lui le tueur. On n'a pas d'empreinte digitale, pas d'ADN, pas de vidéo, pas de témoins. On n'a que son témoignage. Mais rappelez-vous, la police avait affirmé que Kohlhepp avait apporté des détails qui n'avaient pas été rendus publics et que seul le tueur pouvait connaître. Et d'une façon assez unanime, dans beaucoup d'articles ou de reportages que j'ai pu voir, il est souvent accepté que ce fameux détail que Kohlhepp a révélé, c'est le fait qu'il a tiré une balle dans le front de chacune de ses victimes pour s'assurer qu'elles étaient bien mortes. Or, les rapports d'autopsie sont formels, aucune des 4 victimes de Superbike n'a reçu de balle dans le front. Elles ont reçu effectivement une balle dans la tête, mais plutôt soit sur le dessus, soit à l'arrière, ce qui est logique puisqu'effectivement, comme les victimes étaient tombées face contre le sol, leur front n'était pas franchement atteignable, ou alors il aurait fallu pour le tueur se pencher, leur prendre la tête, la tirer en arrière, bref, des détails qui peuvent pas être oubliés, et dont Kohlhepp le bavard n'a pourtant jamais parlé. Toujours est-il qu'aucune victime n'a reçu de balle dans le front. Et le fait qu'elles aient reçu une balle dans la tête, ça c'est un détail qui était déjà connu du grand public au moment de l'arrestation de Kohlhepp. Gardez bien tout ça à l'esprit pour le moment, j'y reviendrai. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter un peu plus en détail la théorie et surtout le suspect principal de Pat Brown. Et vous allez voir, il y a 2-3 trucs troublants. Mais attention, je ne dis pas que je valide son hypothèse, juste je la trouve intéressante.
Souvenez-vous, dans le dernier épisode, je vous ai parlé de cette fameuse journée du 6 novembre 2003 et notamment de la découverte de la scène de crime par Noel Lee, le meilleur ami de Scott et Brian. Et le suspect de Pat Brown, c'est Noel Lee. Voici les principaux arguments qu'elle avance. Rappelez-vous, je vous avais dit que Lee avait appelé la concession et parlé à Beverly Guy au téléphone vers 15h30 à propos des tickets à passer récupérés. D'après le témoignage de Noel Lee, il raconte cet appel, puis il dit que pour une raison étrange, il a décidé de prendre une douche avant d'y aller, ce qui explique pourquoi il n'est arrivé là-bas que 30 minutes plus tard. Cette anecdote, on peut l'interpréter de deux façons. Soit il dit ça pour sous-entendre que cette décision d'apparence anodine lui a sauvé la vie, parce que s'il n'avait pas pris cette douche, il serait peut-être arrivé pile au moment de la fusillade et aurait aussi été tué. Mais pour Pat Brown, ça peut aussi être une façon de se créer un alibi. Du style, j'ai appelé les secours qu'à 16h passées parce que je suis arrivée vers 16h, bien qu'ayant appelé 30 minutes avant pour dire que j'allais venir, mais c'est parce qu'entre-temps, pour une raison étrange, j'ai décidé de prendre une douche. Mais c'est pas tout évidemment. Toujours dans la version des faits de Noel Lee, il est arrivé en voiture sur le parking de la concession, il s'est garé et c'est en descendant qu'il a vu le corps de Brian Lucas allongé sur le sol en travers de la porte d'entrée. Et selon son récit, Lee lui aurait alors dit « Haha, très drôle la blague » en continuant à avancer. C'est seulement quelques secondes plus tard, quand il a vu le corps de Scott Ponder à 1 ou 2 mètres de Brian dans une flaque de sang, qu'il a compris que quelque chose de grave était arrivé. C'est là que la réaction de Lee peut sembler surprenante. Il oublie qu'il a un téléphone portable sur lui, alors qu'on sait que tout le trajet juste avant, il était en appel avec sa copine, et il rentre dans le magasin pour aller décrocher le téléphone fixe de l'accueil. Tout ça sans savoir si le tireur n'est pas encore dans les parages, et en prenant le risque qu'il soit à l'intérieur, très clairement. Ensuite, beaucoup de gens sur internet reprochent à Noel Lee son ton calme lors de l'appel au 911. Moi, je préfère ne pas me prononcer sur ça parce que je trouve que juger une personne dans un moment de choc émotionnel comme ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui peuvent complètement dissocier en cas de stress intense. C'est d'ailleurs comme ça que certaines personnes arrivent à garder la tête froide et à super bien réagir dans des situations catastrophiques. Bref, pour moi, c'est pas spécialement un élément sur lequel j'insisterai. Par contre, et là pour moi c'est peut-être l'élément le plus troublant, les tickets pour la course de moto du lendemain. Je vous l'ai dit, Beverly Guy les a laissés sur le comptoir pour que Noel Lee passe les chercher. Ces tickets n'ont jamais été mentionnés dans l'enquête de police. C'est-à-dire que, selon Pat Brown, qui affirme avoir eu accès au dossier d'enquête, ces tickets n'apparaissent pas sur les photos prises de la scène de crime, ni dans tous les éléments qui ont été notés et listés par les enquêteurs. Pourtant, ils devaient être posés en évidence sur le comptoir, en plein centre du magasin. Est-ce que Noel Lee les a récupérés? C'est-à-dire, est-ce que Noel Lee a pris les billets pour la course à laquelle il devait assister avec ses amis Scott et Brian, les a rangés dans une de ses poches, pendant que 4 personnes, dont Scott et Brian, gisaient autour de lui dans des mares de sang? D'autant plus qu'il semblerait, et ça c'est moi qui l'ai lu dans un autre article, que le lendemain, Noel Lee était bel et bien dans les gradins de la fameuse course. Encore une fois, c'est pas ça qui fait de lui un meurtrier, évidemment. Mais c'est un comportement un peu suspect. Surtout que d'après les témoignages des derniers clients qui ont quitté le Superbike juste avant la fusillade, Beverly Guy semble avoir eu une altercation au téléphone vers 15h30. L'heure à laquelle Lee a appelé pour parler de ses fameux tickets. Encore une fois, je veux insister sur le fait qu'il ne s'agit là que d'hypothèses avancées par Pat Brown et que ça n'engage qu'elle. Au-delà de ça, elle s'appuie aussi énormément sur des détails très techniques de balistique que je vous laisserai aller découvrir par vous-même sur son site si jamais vous le souhaitez. Bien sûr, comme d'habitude, toutes les sources sont listées en barre d'infos. Cela dit, ce qui est peut-être vrai quand même, c'est que cette enquête, elle n'a pas correctement été menée. On se souvient bien des échantillons de sang qui ont été inversés et qui ont porté préjudice à la veuve de Scott Ponder. On se souvient aussi du portrait robot raté ou encore de la liste des clients qui n'a pas été investiguée. Alors au final, qu'est-ce qu'il reste vraiment pour affirmer que Todd Kohlhepp est réellement l'auteur de cette fusillade et qu'il ne s'est pas attribué les crimes de quelqu'un d'autre? Le récit qu'il a fait lors de son interrogatoire a essentiellement repris tout ce qui était déjà connu du grand public.
Le fait qu'il était assis sur une moto, qu'il a attendu que les clients partent pour ouvrir le feu sur les 4 personnes au Superbike. Mais au final, l'histoire de la balle dans le front semble être une invention de sa part. Et Pat Brown souligne encore des points qui sont, il faut l'admettre, intrigants. Pourquoi Todd Kohlhepp aurait attendu d'avril à novembre pour venir se venger pour cette histoire de moto volée? Lui qui a toujours été décrit comme un sanguin incapable de réfréner ses pulsions colériques, ça fait quand même une longue période d'attente pour le passage à l'acte. Et puis, si le tueur était l'homme qui a attendu dans le magasin, assis sur une moto, pourquoi aurait-il attendu là sagement que tous les clients partent, sachant qu'ils avaient vu son visage et auraient donc pu donner une description de lui? Enfin, si là où les cibles du tueur, donc de Kohlhepp, étaient principalement Scott Ponder et éventuellement Brian Lucas, pourquoi n'a-t-il pas commencé par les tuer eux, plutôt que de s'en prendre d'abord au mécanicien à l'arrière du garage, puis à la mère, puis enfin de les abattre alors qu'ils étaient sur le point de s'échapper, car ils avaient entendu les coups de feu? Mais en même temps, pourquoi Kohlhepp avouerait-il des meurtres qu'il n'a pas commis? Ceux qui connaissent bien ma chaîne savent que cette question n'est pas pertinente. Des tueurs qui s'attribuent des crimes qu'ils n'ont pas commis, il y en a des tonnes. Ça peut être par plaisir de mentir aux enquêteurs, ça peut être pour gonfler leur ego, se faire paraître encore plus dangereux et menaçants qu'ils ne le sont. Les raisons à ce type de faux aveux sont vraiment nombreuses. Maintenant, est-ce que la police et la justice se sont trompés en acceptant la version de Todd Kohlhepp sur la fusillade de Superbike? J'en sais rien. Je penche quand même plutôt du côté de la version où il était bel et bien le tireur, même si je reconnais que certaines zones d'ombre valent le coup d'être mentionnées. Enfin, concernant le fameux détail que seul le tueur pouvait connaître, je pense que Pat Brown et beaucoup de médias ont pu se tromper. Peut-être que le détail en question n'était pas le type de blessure, mais plutôt le type exact d'arme utilisée, comme semble le suggérer ce reportage datant de 2016. Les enquêteurs ont obtenu les réponses qu'ils cherchaient. Vous savez quelle était l'arme? Non, c'était quoi? Un Beretta 92 FS. Un Beretta 92 FS? Le modèle de l'arme qui avait été utilisée. Des détails qui n'avaient jamais été révélés. Pour connaître des détails si précis, il fallait être sur le lieu du crime. Bon, il est temps de se pencher sérieusement sur le profil psychologique de Todd Kohlhepp, vous pensez pas? Bien sûr, vous avez déjà vu beaucoup de choses transparaître au cours de ces 3 épisodes, mais on va reprendre tout ça ensemble. Le premier point concernant sa psychologie, c'est évidemment, pas besoin de roulement de tambour, un gros trouble narcissique. Ça n'a vraiment pas pu vous échapper, je pense. Todd Kohlhepp a un ego absolument démesuré. Il est sans arrêt persuadé d'être meilleur et au-dessus des autres. Déjà, un exemple assez parlant de ce trouble narcissique, c'est que depuis son arrestation, Kohlhepp a lu autant d'articles le concernant qu'il le pouvait, il a regardé tous les documentaires ou les extraits de JT, et c'est ensuite quelque chose dont il a beaucoup parlé avec sa petite amie lors de leurs appels ou de ses visites en prison. En gros, il consulte tout ce qui le concerne et il prend ensuite un malin plaisir à le débriefer, ce qui lui permet de bien mettre en avant l'importance qu'il se donne. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Depuis son arrestation, tous les professionnels qui ont été confrontés à Todd Kohlhepp ont constaté sa suffisance. Il a toujours été persuadé qu'il était plus quelque chose que les autres. Plus intelligent, plus préparé, plus minutieux pour ne pas se faire attraper. Sauf qu'une fois coincé, il n'a pas résisté à l'envie de faire connaître tous ses exploits. Et le contraste entre le Todd Kohlhepp avant son arrestation et après est saisissant. Au départ, il parlait pas beaucoup. Il prenait beaucoup sur lui pour avoir l'air sympa, inoffensif, calme. Mais alors, une fois qu'il a compris qu'il ne s'en sortirait pas, alors là, les vannes ont été ouvertes. Il s'est mis à parler, sans même se rendre compte qu'il se trahissait par son excitation. Et c'est là que Johnny a sorti un couteau et... Vous lui avez tiré dessus? Je lui ai tiré dessus. Qu'avez-vous fait du couteau? Je sais pas, je garde pas ce genre de merde. Vous l'avez jeté? Ouais, je l'ai jeté. Des cibles en mouvement, plusieurs cibles en mouvement. Et je crois pas avoir raté un tir. Si c'est le cas, ça devait pas être plus qu'un. Ok, mais bon, c'était pas des tirs faciles quand vous visez des gens qui courent aussi vite qu'ils le peuvent. C'est vraiment saisissant à quel point lors de son interrogatoire, Kohlhepp est vraiment devenu lui-même, au point de faire plein de blagues affreuses sans même se rendre compte que les policiers en face de lui jouaient la comédie, qui forçaient la complicité pour qu'il continue à se confier.
En fait, on découvre un Todd Kohlhepp vantard, fier de ses crimes et de comment il les a commis. Et vraiment, il faut aussi apprécier le jeu d'acteur des enquêteurs qui ont littéralement simulé l'admiration devant Kohlhepp, ce qui l'a mis tellement à l'aise et en confiance qu'il a dévoilé sa vraie nature. Qu'est-ce que vous voulez manger? Vous avez raté l'heure de manger. Ce barbecue n'était pas suffisant, qu'est-ce que vous voulez? Le truc, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a des bons flics, il y a des mauvais flics. Je ne devrais pas vous apprécier. Je devrais vouloir vous crucifier, mais... c'est ce qui va m'arriver de toute façon. Non, mais c'est pas ça... Ouais, je comprends. Je veux faire les choses correctement pour vous. Je veux m'assurer que les choses soient correctement faites pour vous et par vous. Je fais pas ce boulot juste pour mettre les gens en prison. Je fais ce métier parce que c'est comme ça que j'aimerais que les choses fonctionnent. Selon Greg McCrary, ancien profiler du FBI, ces comportements sont typiques d'une personne avec un trouble de la personnalité narcissique. Il explique d'ailleurs que ce sont des gens qui concentrent leurs capacités sur elles-mêmes et qui manipulent sans arrêt les situations pour leur propre intérêt. Ces personnes se croient plus intelligentes que tout le monde et elles vivent dans leur propre monde imaginaire, où elles sont si parfaites, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Lorsqu'elles racontent des histoires, elles sont toujours l'étoile la plus brillante, le héros, le personnage principal, la bonne personne. Les enquêteurs savaient comment continuer à faire parler Kohlhepp. Ils se sont préparés pour son interrogatoire et ils ont fait semblant de valider ses talents, de gober ses récits. Ils ont utilisé l'analyse comportementale afin de maximiser les opportunités d'obtenir des confessions. Les tueurs narcissiques surestiment leurs talents et sont autocentrés. C'est ce qui les conduit à faire des erreurs. Pour aller un petit peu plus loin à propos de ce sentiment de supériorité, il faut mentionner plusieurs choses. Déjà, le QI de Kohlhepp a été mesuré et établi à 118, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne. Il se situe en fait un petit peu au-dessus d'un écart type à la moyenne, ce qui fait de lui quelqu'un qu'on peut effectivement désigner comme étant d'une intelligence supérieure à la moyenne. Rien que ça, je pense que ça a grandement contribué à son trouble narcissique, mais il n'y a pas que ça. On sait aussi que Todd Kohlhepp accordait beaucoup d'importance à l'argent. Et donc, sa richesse était pour lui, là encore, une preuve qu'il était bien au-dessus des autres. Je me souviens à un moment dans son interrogatoire, alors qu'il parle du meurtre de Johnny Coxie, il fait carrément un sous-entendu horrible, puisqu'en gros, il dit au policier que ce meurtre-là lui a coûté de l'argent, en faisant référence au fait que les balles qu'il a tirées sur Johnny coûtaient plus cher que son couteau de supermarché et finalement plus cher que la vie de sa victime. Si vous aviez vu son couteau, vous auriez pris un fou rire. Ah bon? Oh mon Dieu, il avait des rayures de tigre noires et blanches. Quoi, sur le manche? Ouais. Le genre qu'on achète en supérette? Sérieusement? Et je me suis dit, ma balle coûte plus cher que ce putain de couteau. Tu te fous de moi? Ça va me coûter de l'argent de te tuer. Ah, si c'est pour me planter, plante-moi au moins avec un couteau de chasse, quoi. Un truc qui a un peu vécu. Ah, j'ai ramassé le couteau, je l'ai regardé, je me suis dit, mais tu te fous de moi? De toute façon, chaque fois que Todd Kohlhepp s'exprime, c'est toujours sous la forme du « moi-je », et ça va dans les deux sens qui sont paradoxalement opposés. Soit il se met hyper en avant, c'est lui le plus fort, lui le plus intelligent, lui le plus puissant, soit il se place en victime. On s'est moqué de lui, on l'a pas pris au sérieux, on a essayé de lui voler ses affaires, blablabla. Et de cette façon, on constate aussi que Kohlhepp réécrit son histoire à sa sauce. Il est finalement un tueur avec des principes, avec une éthique, une morale. Enfin bon, ça c'est ce qu'il dit. Parce que pour autant, il a jamais présenté d'excuses envers ses victimes et leurs familles, et il n'a jamais évoqué le moindre remords. Il n'avait aucune émotion, rien. Pour lui, c'était comme un jour ordinaire, une sortie au parc. Bon, si le narcissisme de Kohlhepp et sa suffisance sont des évidences, ce sont évidemment pas les seules choses à mentionner quand on parle de sa psychologie. Je vais essayer de rester un petit peu succincte pour ne pas vous assommer de détails dans tous les sens, et je vais aborder plusieurs facettes de sa personnalité qui, je pense, vont illustrer à quel point il est rempli de contradictions, ou en tout cas à quel point ses valeurs ne sont pas alignées avec celles de notre société. Premièrement, un truc qui m'a sauté aux yeux avec le cas de Todd Kohlhepp, c'est sa vision complètement biaisée du viol.
En fait, Kohlhepp a réussi à se persuader lui-même qu'il n'était pas un violeur. Il l'annonce d'ailleurs de façon très claire lorsqu'il affirme qu'il n'est pas un partisan du viol. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que Kayla Brown n'a pas vraiment eu d'autre choix que de se soumettre à son bourreau. On parle quand même d'une femme qui a vu son petit ami se faire descendre par arme à feu devant elle, qui a été ensuite enchaînée dans un conteneur dans le noir total par le tueur de son petit ami. Bref, elle avait toutes les raisons du monde d'être terrorisée par Kohlhepp. Et comme si ça ne suffisait pas, il l'a emmenée devant des tombes et il lui a montré qu'il avait déjà fait d'autres victimes dans le passé, en lui faisant comprendre de cette façon qu'il n'hésiterait pas à la tuer aussi. Il n'aurait pas fait de mal à Charlie si j'avais pas été là. Il a été très clair là-dessus. Il a tué Charlie pour me faire du mal. Puis il lui a dit « Tu sais pourquoi t'es là, si tu te rends pas utile, j'aurai aucune raison de te garder en vie. » C'est donc dans ce contexte-là que Kayla Brown a subi les viols de Kohlhepp sans protester, en prenant sur elle pour survivre. Mais lui, du coup, il estime que ce ne sont pas des viols, puisqu'elle a accepté les relations sexuelles. Voire même, dans son esprit tordu, elle les a recherchées. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que suite à son arrestation de 2016, il a accepté de plaider coupable pour tout, sauf pour les viols. Et ça avait déjà été la même chose pour son arrestation en 86. Il refuse d'admettre qu'il est un violeur. Il veut croire qu'il est une bonne personne, et c'est typique des tueurs en série. Très souvent avec eux, c'est déni, déni, déni. S'ils persistent dans le déni, ils pensent qu'on ne pourra pas leur imputer la responsabilité d'un acte. C'est leur façon de détourner leur culpabilité, tout en essayant de garder le contrôle sur leur histoire, même s'ils savent qu'ils n'ont aucune chance d'être libérés. Pourtant, malgré tout ce qu'il pourra en dire, on peut considérer que Todd Kohlhepp est, en plus d'un tueur multirécidiviste, voire tueur en série, aussi un violeur en série. Et oui, parce que même s'il a toujours dit le contraire à sa mère, à sa petite amie, à ses collègues, il a bel et bien violé sa victime, Christy Granado, sous la contrainte d'une arme en 86, puis il a fait de même avec Megan Coxey et Kayla Brown. Et du coup, je vous avoue que ça me pose question. Pourquoi Todd Kohlhepp accepte-t-il sans broncher de reconnaître ses meurtres, de les raconter en détail, mais refuse-t-il si obstinément l'étiquette de violeur? Et si ce refus était lié à des abus sexuels qu'il aurait subis dans son enfance? C'est en tout cas une théorie qui m'a traversé l'esprit et que j'ai vu parfois revenir sur les forums de discussion à propos de cette affaire. C'est aussi une hypothèse qui avait déjà été évoquée par des psys quand il était enfant. Cela dit, à ce sujet, on navigue sur les eaux de l'incertitude. Il faut bien comprendre que ce sont des simples hypothèses. Il se trouve que plusieurs internautes ont remarqué que dans l'histoire de vie de Todd Kohlhepp, l'apparition de ses comportements agressifs sur le plan sexuel correspond à peu près au moment où sa mère s'est mise en couple avec celui qui est devenu le beau-père de Todd. Donc, il a été évoqué la possibilité qu'il ait subi des attouchements, de l'inceste, on sait pas trop, et que c'est ce qui expliquerait au moins en partie pourquoi lui-même est devenu un prédateur sexuel par la suite, mais qu'il a toujours refusé de façon hyper véhémente d'être qualifié de violeur. Et pourtant, on l'a vu, la pulsion sexuelle est quelque chose d'hyper caractéristique de Todd Kohlhepp, et ce depuis son plus jeune âge. Mais encore une fois, j'insiste, l'idée selon laquelle il aurait lui-même été victime d'agressions sexuelles n'est qu'une théorie, rien ne dit qu'elle est vraie, lui n'en a jamais parlé, sa famille ou ses proches non plus. Je la mentionne juste dans cette vidéo parce que je la trouve cohérente, rien de plus. Bon, après on a aussi vu à quel point Todd Kohlhepp peut être ambivalent sur plein de notions et surtout à quel point il réécrit son histoire comme il l'entend et évidemment comme ça l'arrange. Du coup, je vais pas tout vous redétailler, mais rappelez-vous bien combien il est immature. Il va typiquement essayer de montrer qu'il n'est pas le méchant de l'histoire et qu'il ne s'en prend qu'aux personnes qui l'ont bien mérité. Il fait tout pour persuader les autres et se persuader lui-même qu'il est le gentil dans tout ça. C'est un mécanisme qu'on voit très souvent, il tente de minimiser ses actes et surtout de les justifier. Putain, j'allais te donner de l'argent, pourquoi t'essaies de me voler? Je lui ai dit que je la toucherais pas, je la parlerais pas, j'allais rien lui faire, qu'il fallait qu'elle se calme et qu'elle me laisse trouver une solution. Alors, je lui ai tiré une balle dans la tête. Avec quelle arme vous avez tiré? La même, avec laquelle vous avez tué Johnny? Et c'est un Glock? C'est aussi avec celui-là que vous avez tué Charlie? C'était pas mon préféré, c'est juste... c'est une arme pratique, très efficace.
Ça montre qu'il essaye de faire passer les meurtres qu'il a commis comme de simples dérapages, des erreurs qui pourraient arriver à tout le monde. Il semble même fier lorsqu'il insiste sur le fait qu'il a des valeurs morales et que, bien sûr, il ne s'en prend pas aux innocents ou aux faibles. En fait, je voulais pas toucher la mère. Vous quoi? Mais je voulais pas viser la mère. Je préfère ne pas tirer sur les femmes si c'est possible. Et je refuse de tirer sur un enfant. C'est drôle quand même. Kayla m'a écrit dans son carnet qu'elle avait trouvé un tueur avec une conscience et un kidnappeur avec une morale. Peu importe ce que ça voulait dire. Vous vous souvenez de ça? Ouais. D'ailleurs, même s'il ne dément pas les meurtres qu'il a commis, Todd Kohlhepp a, là encore, des choses à redire. Oui, certes, il vient d'admettre qu'il a tué au moins 7 personnes en l'espace de 13 ans, mais selon lui, ça ne fait pas de lui un tueur en série. Bah non, évidemment. Et puis Todd Kohlhepp est tellement excité d'étaler ses actes dans les moindres détails qu'il en est pas à une contradiction près. Collectionner des trophées comme le font les tueurs en série? Non, très peu pour lui. J'ai toujours le t-shirt. Et vous avez donné un t-shirt? Ouais, je l'ai gardé. Ah mais je suis pas un type qui garde des trophées, hein. Vous ne gardez pas de trophées? Non, non. La chronologie. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne s'est rien passé pendant tout ce temps? C'est une question qui... Mais j'ai pas besoin de tuer? Ah, je dis pas que c'est le cas, je veux dire, c'est une question d'équilibre. Bon, selon votre définition juridique, je suis un tueur en série. Mais je ne le suis pas. Pour Helen Morrison, l'explication est très simple. Il veut juste être spécial. C'est une drôle de manière de le dire, mais c'est exactement ce qu'il veut, au fond. Il ne veut pas être mis dans le même panier que les autres. Il veut être seul dans sa catégorie. Et ce qui est fou avec Kohlhepp, c'est à quel point il va loin dans cette réécriture totale de l'histoire. Je vous avais par exemple dit qu'il avait tenté de rassurer Kayla en lui disant que bientôt elle allait développer un syndrome de Stockholm et qu'elle serait donc bientôt heureuse d'être avec lui. Mais ça s'est pas arrêté là, il s'est carrément plaint aux enquêteurs d'avoir gâté ses otages, d'avoir cédé à tous leurs caprices, même quand elle voulait des choses chères ou qui ne lui plaisaient pas à lui. Je voulais pas lui tirer dessus, j'allais lui filer du fric. Je sais pas pourquoi elle a vrillé. Je l'ai retenue, j'aime pas la partie enlèvement, même si j'ai recommencé après. Mais bon, je l'ai retenue juste quelques jours. Combien de jours? 5 ou 6. Elle arrêtait pas de me demander des pizzas de chez Little Caesar. Je déteste cette merde. Ça me donne des brûlures d'estomac. Des pizzas Little Caesar, du Mountain Dew... non, pas du Mountain Dew, du Dr Pepper, des roulés à la cannelle et des putains de cigarettes Newport. Si vous allez dans mon garage, vous trouverez un paquet neuf de Newport que j'avais pris pour elle. Et malgré ça, elle est devenue cinglée. Elle a mis le feu, elle a essayé de mettre le feu à mon bâtiment. Quel bâtiment? Le conteneur. On assiste à des dialogues complètement lunaires où Kohlhepp explique en détail son projet d'aménager une pièce chez lui, parfaitement insonorisée et isolée pour améliorer le confort de sa captive. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y croyait au plus profond de lui-même qu'il n'était pas si horrible que ça. Par exemple, quand on l'entend s'offusquer que Megan Coxey ait mis le feu à son garage, je vous jure qu'on sent vraiment qu'il l'a trouvée ingrate. C'est aussi fascinant que terrifiant. Le dernier jour, je suis allée là-bas, j'ai ouvert le conteneur. Elle a fait cramer la moitié... Ce truc, je veux dire, mes étagères de munitions, elle les a fait tomber comme ça. Et quand même, pour une si petite femme, putain. Il y avait des munitions partout, des affaires partout, et elle a cassé le ventilateur. Je lui avais acheté un ventilateur, elle l'a cassé. Amazon Prime, putain, c'est incroyable, hein. Ils envoient les objets en 2 jours. Je lui avais pris pour qu'elle ait une ventilation, je lui ai acheté des lanternes pour qu'elle ait de la lumière, j'ai fait de mon mieux pour rendre ça vivable, je lui ai acheté une couverture, des oreillers, et elle y a foutu le feu. J'étais étonnée qu'elle soit pas asphyxiée. J'ai voulu la sortir de là, et soudain, c'était comme si j'avais un animal sauvage hors de sa cage. Je comprends pas. Elle est passée de « je suis si heureuse d'être en vie, on va me donner de l'argent et je vais aller dans le Tennessee, recommencer une nouvelle vie, et merci, merci, merci », à complètement cinglée. Toujours pour vous illustrer à quel point Kohlhepp était de plus en plus déconnecté des réalités, que ce soit en termes d'humanité, mais aussi de rationalité pure, je voudrais vous donner encore quelques exemples.
Déjà, il aurait avoué à Kayla être un tueur en série et un tueur de masse, et il aurait même dit que, pour le moment, son nombre de victimes correspond à 2 chiffres, donc entre 10 et 99, mais que son rêve était de faire plus de victimes pour dépasser le nombre de 100. Il lui aurait raconté les meurtres dont on a déjà beaucoup parlé, mais il en a aussi sous-entendu d'autres, notamment à l'étranger, puisqu'il avait son permis de pilote et accès à un avion privé. Mais aussi, il a prétendu, accrochez-vous bien, avoir une expérience de tueur à gages et avoir travaillé pour le gouvernement afin d'éliminer des personnes lors de missions secrètes. Il a dit qu'il tuait des gens pour le compte du gouvernement. Il a dit qu'il était un tueur à gages paramilitaire et que, quand il rentrait chez lui, il ne voyait que le mal chez les autres. Ok, vous voyez à peu près à quel point il vivait en permanence dans un film dont il était à la fois le héros, le scénariste, le réalisateur, tout évidemment, narcissisme oblige. Plus ou moins en lien avec tout ça, je voudrais aussi aborder avec vous un autre pan possible de sa psychologie. Alors là pour le coup c'est vraiment moi qui avance cette hypothèse parce que je n'ai rien lu à ce sujet, donc comprenez bien que c'est presque plus des questionnements que je me pose plutôt que des réponses que j'apporte. Moi en fait je me suis beaucoup questionnée sur tout l'aspect survivaliste de Kohlhepp et je me suis demandé ce qu'on pouvait en faire dans son profil. Parce que mine de rien c'est vraiment l'élément le plus important quand on regarde en termes de preuves matérielles de tout ce qui a été retrouvé chez lui, à Moore et aussi dans sa propriété de Woodruff. On sait par exemple qu'il avait énormément d'armes disséminées partout. Genre, littéralement, il s'était arrangé pour que, où qu'il soit, chez lui ou dans son autre propriété, il ne soit jamais à plus de quelques mètres d'une arme, il y en avait dans chaque pièce ou presque, c'était vraiment impressionnant. Pareil, il avait aussi des caches avec plein de bouffe, plein d'eau, plein de munitions à différents endroits. Et je vous l'ai dit, il était fan de Walking Dead et d'autres fictions impliquant des apocalypses et des zombies. On n'a jamais vraiment su à quel point Todd Kohlhepp était à fond dans ce délire survivaliste, mais vraiment les photos des perquisitions chez lui me laissent réellement penser qu'il était assez sérieux avec ça. S'il avait encore été libre au moment du Covid, je peux vous dire qu'il n'aurait pas eu besoin de se ruer dans les supermarchés pour faire le plein de pâtes ou de PQ, il avait déjà tout. Et ça m'interpelle. Personne n'en parle quasiment quand il est question de Todd Kohlhepp. Mais quand même, le survivalisme à ce point, le fait de se préparer à une apocalypse, pour moi ça dénote au moins d'une grande anxiété, voire presque d'une forme de paranoïa. Et c'est là que je vais vous partager ma théorie qui, je le reconnais tout de suite, va peut-être un peu loin. De quoi Todd Kohlhepp voulait-il se protéger? C'est quoi le danger que tu peux craindre quand t'es un tueur en série, un mec qui enterre des corps dans son jardin, un mec qui garde des esclaves sexuels enchaînés dans un conteneur? Est-ce que, par des mécanismes inconscients de son esprit qui transforme un peu tout pour le mettre à son avantage, Todd Kohlhepp ne se sentait pas constamment en tension, en danger d'être attrapé? Est-ce que le monde extérieur n'est pas devenu sa plus grande source d'angoisse finalement? Pourquoi se barricader de plus en plus dans cette grande propriété insalubre avec ses chiens, ses barbelés, ses caméras de surveillance planquées dans les bois? Moi, je pense que Todd Kohlhepp vivait un stress permanent, une truc pas possible d'être rattrapé par et pour ses actes. Et d'ailleurs, à un moment de l'interrogatoire, il le verbalise à demi-mot. Il parle de sa propriété comme l'endroit qui aurait dû être son sanctuaire, son endroit pour se ressourcer, et que finalement, c'est presque la faute de ses victimes d'avoir souillé cet endroit, de l'avoir détourné de sa fonction initiale, et que lui, il n'avait pas prévu d'y tuer des gens. Le conteneur n'était pas censé servir de cage. Ok. Toutes ces chaînes, je les ai mises après. Ok. Le conteneur devait servir à stocker mes provisions et mes armes. Et sécuriser mon quad le temps de terminer le garage. L'arrière qui est fait en bois, c'était pas pour eux. Ça devait servir pour mes affaires. Ok. Jusqu'à la semaine dernière, il n'y avait même pas de toit là-dessus. Je l'ai rajouté parce qu'elle avait froid. Kayla avait froid. Cet endroit, ça devait être mon sanctuaire. Ouais, pas ma zone pour tuer. Ouais, je comprends. C'était pas censé être ma zone pour tuer, ça devait être un endroit pour me détendre, m'éloigner des gens, pas devoir gérer toute cette merde. Ces meurtres m'ont vraiment embêtée, c'était vraiment des emmerdes inutiles.
Contrairement à ce dont il a toujours essayé de se persuader, je soupçonne une part de lui d'avoir toujours su qu'il n'était pas le gentil. Mais au lieu d'affronter cette vérité, j'ai l'impression qu'il a encore choisi la fuite dans un récit fantastique où il serait le héros, où il serait Rick Grimes alors qu'en réalité, il était plutôt le gouverneur. Maintenant qu'on a bien posé les bases et qu'on a dressé le portrait psy de Kohlhepp, je crois que le moment est venu d'enfin évoquer l'un des aspects les plus étranges de cette affaire, celui qui lui a d'ailleurs donné son surnom, les commentaires Amazon. Et oui, la raison pour laquelle Kohlhepp a été surnommé le Amazon Review Killer, c'est parce qu'il adorait laisser des commentaires sur Amazon. Mais pas sur n'importe quel type d'objet. Son truc à lui, c'était de noter les outils qu'il utilisait pour commettre ses crimes. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il disait la vérité à chaque fois. Soit il avait déjà utilisé les outils en question. Cadenas solide. J'en ai 5 sur un conteneur Connex. Ça ne les arrêtera pas, mais c'est sûr que ça va les ralentir jusqu'à ce qu'ils soient trop vieux pour s'en soucier. Soit il prévoyait de les utiliser. Je n'ai encore poignardé personne. Pour le moment. Mais je m'accroche à ce rêve, et quand je le ferai enfin, ce sera avec un outil de qualité comme celui-là. Kohlhepp a donc évalué plusieurs produits en laissant des commentaires sur le ton de l'humour noir qui pourrait clairement être perçu comme ça si on ne connaissait pas la vérité sur ces crimes. À garder dans la voiture pour quand il faut cacher les corps et qu'on a oublié la pelle taille normale à la maison. N'est pas livré avec un nain, ce qui aurait été sympa. J'envisage sérieusement de trouver une raison pour taser un de mes agents paresseux. Ça va être mon nouvel outil pour motiver les employés au bureau. En vrai, c'est absolument affreux. Mais il y a un monde où si j'étais tombée sur un commentaire comme ça, j'aurais totalement cru que c'était rien que de l'humour, et ça aurait pu me décrocher un sourire. Mais bon, quand on connaît la réalité, c'est tout de suite beaucoup moins drôle. On voit aussi qu'il ne commentait pas uniquement les objets utilisés pour ses crimes, mais d'une certaine manière, ces évaluations peuvent aussi être perçues comme des sortes de trophées numériques. C'est-à-dire qu'il avait tellement envie de se vanter de ses crimes ou de ce qu'il prévoyait de faire, qu'il a trouvé une manière détournée pour le faire. Et le pire dans tout ça, c'est que ses commentaires, il les laissait avec son vrai nom. Pas un pseudo ou quoi que ce soit, hein. Non. Il voulait vraiment qu'on sache que Todd Kohlhepp était derrière ces évaluations pleines de verve et d'humour. Son profil Amazon, c'était un peu son journal de chasse codé où il testait les limites en faisant des références explicites à ses exploits criminels. Et à vrai dire, c'est pas si étonnant. On a déjà vu qu'il s'est jamais caché du fait qu'il possédait des dizaines d'armes, ni même qu'il avait déjà tué des gens. Il avait constamment besoin d'être remarqué, de choquer les autres, mais le tout sans se faire attraper évidemment. D'une certaine manière, c'est presque encore plus puissant qu'un trophée classique de tueur en série parce que ces commentaires, ils peuvent être consultés, ils peuvent être partagés partout dans le monde et surtout, ils sont permanents. Vous commencez maintenant à bien connaître Todd Kohlhepp en tant qu'individu, mais comment est-ce qu'il se comportait avec ses proches? Et est-ce qu'il en avait? Je l'ai pas encore trop évoqué, mais on sait que Todd Kohlhepp a eu une relation sérieuse avec au moins 2 femmes, Holly Heidi et Ashley X. Je vais commencer par vous parler d'Ashley, même si on a très peu d'informations sur elle et sur sa relation avec Kohlhepp. Je dis très peu, mais en fait on n'a aucune information sur elle. On connaît son existence simplement parce que Kohlhepp l'a mentionné à plusieurs reprises comme étant sa petite amie. Par exemple, il a demandé à ce que ce soit elle qui vienne récupérer ses chiens quand il a été arrêté. Il a aussi dit aux enquêteurs que Ashley pourrait confirmer qu'il n'était pas du tout dans un délire sadomaso. Elle voulait cette sorte de coussin qui était sur le sol. C'était son idée. C'était son panier de chatte soumise. Son panier pour chatons. Mec, j'étais dépassée. Du coup, je lui ai mis le collier. Ouais, ils ont trouvé ce collier, ils ont cru que c'était un collier pour chien. Bon, mais la cage qui était là-bas, celle qui était détruite, je l'avais construite pour mes chiens. Non, moi je parle du collier pour chien, en métal, celui dont vous avez parlé. Ça, je l'ai commandé en ligne. Je l'ai acheté parce qu'elle me l'a demandé. Elle a demandé ce collier. Parce que je voulais lui mettre une chaîne autour du cou. Mais quand je l'ai reçu, je me suis dit, Je me suis dit, non, je mettrais pas ça sur quelqu'un. Mais en tout cas, c'est elle qui a voulu le panier et qui m'a expliqué que je devais lui donner la permission ou non de me parler, de me regarder.
Mec, je suis pas dans ce délire sadomaso. On n'avait qu'à demander à Ashley. Ashley n'a jamais eu à gérer ce genre de conneries. Mais ça s'arrête là. Vraiment, on n'a aucune autre information sur elle. On ne sait pas quand a débuté leur relation, on ne sait pas non plus comment était leur relation. Par contre, il semblerait qu'il était très secret avec elle et qu'elle avait même pas les clés de chez lui. C'est donc tout à fait possible qu'Ashley ne se soit doutée de rien. En tout cas, elle a visiblement choisi de ne pas témoigner et de se faire oublier, ce qui est totalement compréhensible au vu de la situation. Au niveau de cette médiatisation et en ce qui concerne Holly, c'est tout l'inverse. Alors attention, je suis pas en train de juger, chacun gère comme il le peut, il n'y a pas de bonne manière de faire. Cela dit, vous allez voir qu'il y a quand même quelques éléments un petit peu étranges dans son comportement. Mais commençons par le début. Holly Heudi a été la maîtresse de Kohlhepp pendant près de 10 ans. Quand ils se sont rencontrés en 2002, elle était mariée et malheureuse dans son couple. Puis ils se sont recroisés par hasard en 2006 et c'est à ce moment-là qu'ils ont entamé une relation assez chaotique qui a duré jusqu'à l'arrestation de Kohlhepp. À l'époque, mon mari et moi, ça n'allait pas bien. Je ne cherchais pas l'attention, mais quand il est venu à moi, je ne l'ai pas repoussé. Holly décrit Kohlhepp comme un amant attentionné, qui cherchait constamment à lui faire plaisir, mais pas seulement. Il savait comment se nourrir de mes émotions chaque fois que j'avais des problèmes dans ma vie. Il y avait toujours quelque chose chez lui qui me mettait mal à l'aise, mais je n'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus. Donc, d'après elle, Kohlhepp était plus attiré par sa vulnérabilité que par le reste, et ça on le sait, c'est assez classique des personnalités narcissiques, tout simplement parce que c'est plus simple de contrôler ou de manipuler une personne vulnérable. Et quand elle dit qu'elle ne savait pas ce qui la mettait mal à l'aise chez Kohlhepp, c'est quand même bizarre puisqu'elle était au minimum au courant du fait qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'armes chez lui. Je dirais que si Todd avait un passe-temps, c'était de parler des armes. Il avait au moins 2 armes à feu et 2 couteaux dans chaque pièce de sa maison, y compris la buanderie, y compris la salle de bain. Je lui ai demandé comment il se procurait ces armes et il m'a dit « Je les achète illégalement ». Il n'a pas dit à qui. Elle ajoute aussi qu'elle avait trop peur de lui pour le dénoncer, soi-disant parce que elle était la seule à savoir qu'il possédait autant d'armes, mais on sait que c'est faux. Kohlhepp se vantait de sa collection d'armes auprès de tout le monde, même de ses clients. Bien sûr, peut-être que les autres ne mesuraient pas l'ampleur de la situation et qu'ils ignoraient que Kohlhepp avait un vrai arsenal de guerre à domicile, mais bon. Mais c'est pas tout. Figurez-vous que le conteneur dans lequel Kohlhepp a enfermé au moins 2 de ses victimes, Megan et Kayla, c'est Holly qui lui avait acheté en 2014. C'est elle qui a donné l'argent à Kohlhepp pour ça, en pensant qu'il allait s'en servir pour stocker ses munitions et ses provisions. Et ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Pourquoi lui donner de l'argent alors que Kohlhepp était multimillionnaire? Et puis, est-ce qu'elle n'a vraiment jamais été faire un tour à l'intérieur de ce conteneur? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même un peu bizarre. Après, c'est totalement possible qu'elle ait voulu lui offrir le conteneur en cadeau, vu qu'elle savait qu'il avait besoin de place pour ranger tous ces trucs de survivaliste. Mais, il y a aussi des emails. On sait que le 31 août 2016, le jour où Charles David Carver et Kayla Brown ont disparu, Kohlhepp a envoyé un email à Holly en disant qu'il était épuisé par tout le travail qu'il avait accompli sur son terrain. Et ce mail, il a été envoyé environ 16 minutes après l'heure estimée de la mort de Charlie. Évidemment, ça prouve pas qu'Holly était au courant de quoi que ce soit, mais Kohlhepp, lui, il a déclaré qu'il lui avait explicitement parlé de ses crimes. Holly, elle, plus tard s'est défendue en expliquant qu'il en parlait plutôt sur le ton de la blague et que du coup, elle avait jamais vraiment pris ça au sérieux, un petit peu comme toutes les autres personnes à qui il en parlait d'ailleurs. Encore une fois, c'est tout à fait possible que Kohlhepp ait pensé qu'elle était au courant parce que il lui avait dit clairement qu'il avait commis tous ces crimes. Mais bon, on sait aussi qu'il faisait constamment des allusions à tout ça et que tout le monde pensait que c'était des plaisanteries. Enfin, dernier point, d'après ce que Kayla a dit aux enquêteurs, Kohlhepp avait prévu de tuer Holly. De nouveau, est-ce que c'est à prendre pour argent comptant? Je sais pas. Quand on sait qu'il a aussi dit à Kayla qu'il tuait des gens pour le compte du gouvernement, bon, on peut se poser des petites questions. Au final, il est difficile d'affirmer que Holly savait plus que ce qu'elle a fait croire, parce qu'on n'a aucune preuve concrète. En revanche, je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits trucs pas très nets dans toute leur relation. Et pour être très honnête, je serais pas étonnée qu'elle ait su plus de choses que ce qu'elle veut bien le dire maintenant.
D'ailleurs, puisque je viens d'évoquer Kayla, je pense que c'est l'occasion de vous parler de sa relation avec Todd Kohlhepp. Je sais ce que vous allez me dire. Quelle relation? Elle a été retenue captive pendant 2 mois. On peut décemment pas qualifier ça de relation. Et c'est vrai, mais c'est plus complexe que ça. Je vous l'ai dit, Kohlhepp et Kayla se connaissaient depuis plusieurs années, puisqu'ils avaient été présentés par un ex de Kayla, et ils étaient même restés en contact Facebook après leur première rencontre. Et selon certaines sources, les deux entretenaient même une sorte de relation, ou en tout cas, Kayla avait des relations sexuelles tarifées avec Kohlhepp. Alors c'est pas totalement impossible, puisqu'on sait que Kayla avait besoin d'argent. D'ailleurs, on se souvient quand, lors de son arrestation, les enquêteurs avaient déjà évoqué le sujet, puisqu'ils avaient dit à Kohlhepp qu'ils avaient lu ses échanges avec Kayla et qu'ils étaient au courant du fait qu'il y avait eu des choses entre eux, des relations sexuelles, probablement tarifées par le passé. On sait que Kayla et vous entretenez une relation intime, physique on va dire. Et je comprends que vous n'ayez pas eu envie de le mentionner, d'accord? Je comprends. Mais j'ai besoin que vous me donniez plus de détails à propos de cette relation. Parce que, d'après les informations qu'on a, et je précise que la prostitution ne me dérange pas, je m'en fous si c'était une stripteaseuse ou quoi. D'après ce que je sais, elle était très jolie et elle vous appelait parfois parce qu'elle avait besoin d'argent. Oui, monsieur. Mais ça va même plus loin. Maria House, la journaliste qui a interviewé Kohlhepp dans le cadre du documentaire Devil and Chain, affirme qu'elle a eu accès aux lettres écrites par Kayla, ainsi qu'aux échanges Facebook entre Kayla et Kohlhepp. D'après elle, ces messages montrent clairement que Kayla trompait Charlie avec Kohlhepp et qu'elle entretenait même une liaison avec lui. Avant toute chose, je tiens à préciser que ces pièces ont été présentées par la défense de Kohlhepp lors de son procès. Il faut donc rester prudent parce que on sait que le but des avocats de Kohlhepp, c'est de tout faire pour rejeter la faute sur les victimes. Cela dit, c'est tout à fait possible que la nature exacte de la relation entre Kohlhepp et Kayla soit plus floue ou en tout cas plus complexe qu'elle n'en a l'air. Le souci, c'est que ces fameux échanges Facebook, ils sont pas disponibles en ligne. Et même si je dis pas que la journaliste Maria House a tout inventé, je peux pas affirmer quoi que ce soit en me basant sur une seule source qui rapporte avoir lu des messages Facebook. Et puis il y a aussi tout ce que Kohlhepp a dit pendant son interrogatoire. Avant tout ça, Kayla m'avait demandé de casser la gueule à des gens pour elle. Ou bien que j'utilise mes moyens pour tuer quelqu'un. Vraiment? Ouais. Pour des gens qu'elle aimait pas. Pour que vous le fassiez vous ou pour que vous engagiez quelqu'un pour le faire? Ouais. Les deux? Ouais. Ok. En fait, regardez sur mon Facebook. Les messages doivent toujours y être. Elle a soi-disant caché de l'argent dans une voiture que le mec lui aurait volé. Mais c'est des conneries. Et donc elle voulait que j'utilise mes moyens, soit pour le faire tuer, soit pour lui casser la gueule. Je crois qu'il s'est fait battre, mais elle voulait que j'utilise mes ressources pour le mettre hors d'état de nuire. Ou bien que je le fasse. Kayla se sert de ce qu'elle a entre les jambes pour faire ce qu'elle veut à des imbéciles. Et c'est ce que je veux dire, elle a essayé de faire ça pour faire du mal à Dustin. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais si on résume, Kayla aurait demandé à Kohlhepp d'engager des gens pour tabasser ou tuer un certain Dustin, ou même de le faire lui-même. Je sais pas trop quoi en penser, à vrai dire. Est-ce que ça a pu arriver? Peut-être, mais ça me semble un peu gros, surtout quand on sait à quel point Kohlhepp aime parler du fait qu'il est riche, qu'il a tout, qu'il peut tout faire et qu'il est au-dessus des autres. Ça pourrait totalement être un moyen pour lui d'en rajouter une couche en insistant sur le fait qu'il était tellement riche et puissant que Kayla lui aurait même demandé d'utiliser ça pour éliminer quelqu'un. D'un autre côté, il y a aussi des choses troubles dans la vie de Kayla, et notamment dans ses relations. En 2019, elle a même été arrêtée pour violence conjugale après avoir donné un coup de poing à son petit ami. D'après elle, elle s'est sentie menacée suite à une violente dispute et elle l'a frappé pour se défendre. Son petit ami, lui aussi, a été arrêté et on n'en sait pas vraiment plus sur le contexte de cette relation. Est-ce que Kayla est réellement violente? Est-ce qu'elle l'a toujours été? Ou est-ce que c'est plutôt à cause du trauma de son enlèvement et de ce qu'elle a vécu? C'est dur à dire. Quoi qu'il en soit, elle a été libérée sous caution et les charges contre elle ont été abandonnées. Tout va bien. Kayla n'avait pas pris son traitement. Elle a eu une dispute avec son petit ami, mais c'est réglé maintenant.
Peut-être qu'elle a effectivement perdu le contrôle et le fait qu'elle ne prenait pas son traitement à ce moment-là a joué un rôle dans cet incident. On ne sait d'ailleurs pas ce qu'elle prenait comme traitement exactement, mais j'imagine que c'est probablement lié aux séquelles de son agression. Mais il y a un truc un peu plus grave que ça. 5 mois avant, son fiancé de l'époque, Adam Mason, est mort après s'être vraisemblablement poignardé lui-même. Kayla Brown a été soupçonnée de l'avoir attaqué et d'avoir maquillé ça en suicide, parce que c'est quand même étrange comme manière de se donner la mort, mais l'autopsie a finalement conclu à un suicide et l'affaire a été classée. Voici ce qu'a déclaré Kayla au sujet de la mort d'Adam Mason. « Je suis bouleversée par la perte de mon fiancé. Adam était un véritable cadeau de Dieu. Il m'a apporté beaucoup de bonheur et de réconfort pendant une période très sombre et difficile. Construire une vie à deux a ravivé ma joie et m'a redonné espoir en l'avenir. » Comme pour beaucoup d'aspects dans cette affaire, tout reste assez théorique. On peut utiliser tous les éléments qu'on a pour faire des suppositions, mais je rappelle que Kayla n'a pas été condamnée pour quoi que ce soit, donc on peut rien affirmer du tout, et le harcèlement qu'elle peut recevoir sur Internet me semble assez injuste. Avant de clore le sujet de Kayla, j'aimerais juste ajouter que peu importe ce qu'on sait sur sa relation précédente avec Kohlhepp, et peu importe ce que peuvent écrire les détectives amateurs sur Internet, elle n'en reste pas moins une victime. Ce que je veux dire par là, c'est que même si elle avait effectivement une liaison avec Todd, et même si son comportement peut paraître suspect sur certains points, elle a quand même été enlevée et séquestrée pendant 2 mois, ça c'est un fait. On le sait bien maintenant, la victime parfaite n'existe pas. Et on a toujours tendance à refuser l'idée qu'une personne puisse être à la fois une victime et un bourreau, ou en tout cas une victime imparfaite. Mais ça arrive quand même souvent, notamment parce que rien n'est jamais noir ou blanc dans une affaire criminelle. Bon, on arrive maintenant à une autre partie de la vidéo et de l'histoire. Ça va être quelque chose d'assez neuf pour vous parce que j'en ai pas du tout parlé jusqu'ici. Mais je pense que certains d'entre vous s'en sont peut-être déjà doutés. Todd Kohlhepp n'a pas pu agir totalement seul. En tout cas, disons qu'on soupçonne fortement la présence de complices dans son entourage à différents niveaux d'implication évidemment. Le premier complice que j'aimerais évoquer est un certain Dustin Lawson. Il a été accusé d'avoir acheté et revendu des armes à feu pour Kohlhepp alors qu'il savait que ce dernier avait déjà été condamné pour un crime par le passé. Par la suite, Lawson a admis avoir acheté au moins 12 armes à feu et 5 silencieux entre 2012 et 2016 en faisant croire que c'était pour lui. En 2018, il a plaidé coupable et il a été condamné à 8 ans et 3 mois de prison. Lawson a purgé sa peine dans une prison fédérale et il a été libéré le 13 novembre 2023. Bon, sans minimiser la gravité des actes commis par Lawson, j'aimerais quand même ajouter qu'il ne se doutait probablement pas du fait qu'il fournissait des armes à un tueur. Après tout, on sait que Kohlhepp se présentait comme un collectionneur passionné d'armes à feu, et c'est peut-être pour cette raison que Lawson a accepté de l'aider. Je tiens aussi à rappeler que aux États-Unis, il y a énormément de personnes qui collectionnent les armes à feu, mais que toutes ne les utilisent pas pour tuer des gens, bien heureusement. Maintenant, on va entrer dans une possible complicité beaucoup plus mystérieuse. Est-ce que vous vous souvenez de Nicole Carver, dite Nikki? C'était l'ex de Charles David Carver, même pas encore ex-femme à proprement parler puisqu'ils étaient en cours de séparation et de divorce quand Charlie a disparu. Je vais pas y aller par 4 chemins, il y a beaucoup d'éléments troublants qui portent à croire qu'elle était plus impliquée qu'on ne le croit dans cette affaire. Je vais essayer de reprendre tout ça pour vous. Il y a un truc sur lequel j'ai pas insisté dans l'épisode 1, mais qui aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Le fameux tuyau anonyme reçu par la police qui les a orientés fin octobre, sur la piste de Todd Kohlhepp. Ça vous dit rien? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. À peu près au même moment, les enquêteurs reçoivent un appel anonyme leur indiquant que Kayla Brown se trouve sur la propriété d'un certain Todd Kohlhepp, un agent immobilier fortuné de la région, basé à Moore, à côté de Greenville. Qui dit tuyau anonyme dit « quelqu'un savait ». Est-ce que c'est Todd Kohlhepp lui-même qui s'est balancé aux flics? J'en doute fortement. Donc, une tierce personne semblait vraiment bien renseignée sur la captivité de Kayla. On leur a dit que Kayla était ensevelie sur la propriété de Kohlhepp à Woodruff. C'est ce qui a mené les enquêteurs d'Anderson et de Spartanburg jusqu'à la propriété qui allait révéler beaucoup de secrets. Mais jusque-là, vous allez me dire « Eh, c'est pas ça qui indique que c'était Nicole Carver. » Et vous avez raison.
Mais j'ai d'autres arguments. Le second truc à noter, à mon sens, c'est que Kayla Brown a très vite expliqué aux enquêteurs que Todd Kohlhepp lui avait demandé ses mots de passe et ceux de Charlie. Elle lui a effectivement donné ses mots de passe, mais pas ceux de Charlie. Tout simplement parce que elle ne les connaissait pas. Donc, à moins que Todd Kohlhepp ne soit un crack de l'informatique, ce dont je doute fortement, étant donné qu'il n'a même pas été capable de voir venir le fait qu'il se ferait rattraper par la géolocalisation des téléphones sur sa propriété, pour moi, Todd Kohlhepp ne s'est jamais connecté au profil Facebook de Charlie Carver. Maintenant, revenons à ces fameuses publications bizarres sur le compte Facebook de Charlie qui ont été rédigées après son meurtre. Première chose, qu'est-ce que je vous avais dit déjà à propos des dates des publications? Ah oui, elles avaient été comme antidatées. En remontant le mur Facebook, il constate même que d'autres posts sont apparus soudainement. L'un, soi-disant publié le 1er juillet, dans lequel Charlie Carver et Kayla Brown annoncent attendre un heureux événement, une petite fille, mais le 1er juillet, il s'était pas passé un autre truc dans notre timeline? Attendez. Nicole a officiellement déménagé de l'appartement le 1er juillet 2016 et j'imagine que c'est pour éviter de payer de loyer que Kayla a rejoint Charlie et qu'ils se sont si vite installés ensemble. Mais du coup, cette situation semble avoir créé quelques tensions dans le trio. Ah ouais, voilà. Je me disais bien. Ah ouais, quand même, hein. Nicole, elle devait pas être ravie de devoir partir de l'appartement où elle avait vécu avec son mari pour se faire remplacer instantanément par la nouvelle copine de son ex. Franchement, à peu de choses près, je dirais même que ça pourrait constituer un bon mobile, ça. Mais bon, ça n'engage que moi, évidemment. Alors d'accord, très bien. Imaginons, que Nicole ait un rapport de près ou de loin avec la disparition de Charlie et de Kayla suite à tout ça, et que ce soit elle qui se soit connectée au compte Facebook de son mari pour écrire des petits messages un peu louches. Parce que, imaginons, il est possible qu'elle connaisse le mot de passe de son mari. Imaginons, j'ai dit. Elle aurait quand même pas posté des messages qui pourraient laisser penser que c'est elle derrière le clavier. Elle est quand même pas bête à ce point. Hein. Enfin, si. Attendez, ils disaient quoi déjà les messages? Mais t'es qui, Mélissa? Juste une amie qui a lu les publications, c'est tout. Eh bien, j'arrêterais de mettre mon nez dans tout ça si j'étais toi. D'ailleurs, comment tu connais mon mari? Par Facebook? Tu l'as déjà rencontré? J'ai tous les droits de poster tout ce que je veux ici. Je connais très bien Charlie et Kayla, ils ont tous les deux vécu avec moi. Ah ouais, quand même. Non, parce que quand on s'imaginait que c'était Todd Kohlhepp qui écrivait tout ça, on se disait il est un peu chelou le type, il s'en mêle les pinceaux dans ses rôles, dans l'utilisation du passé, etc. Mais en fait, si c'était Nicole qui écrivait tout ça, ça ferait vachement de sens. Comment tu connais mon mari? J'ai vécu avec les deux. Bah oui, parce que Nicole, elle a dû cohabiter un moment avant de déménager avec Charlie, qui était déjà en couple avec Kayla. Donc forcément, ça a dû arriver qu'elle se croise dans l'appartement, je pense. À ce stade, je suis sûre qu'il commence à y avoir des clans qui se forment là, derrière vos écrans. Il y a celles et ceux qui sont déjà convaincus parce que je leur ai donné 3-4 éléments tirés par les cheveux, et ça leur suffit. Et puis il y a les autres, qui sont probablement en train de se dire que je vous ai encore sorti une théorie fumeuse. À vous les sceptiques. Déjà, bravo de ne pas croire toutes les théories bizarres qui traînent sur Internet. Par contre, là dans cette affaire... Bon allez, c'est parti, je sors l'artillerie lourde pour vous convaincre. Le comportement de Nicole Carver après la disparition de son ex, mais toujours mari quand même, on peut le résumer en un mot, louche. En gros déjà, elle est pas du tout inquiète. Et elle le cache pas, hein. Sur son mur Facebook, elle publie même un petit coup de gueule. La raison pour laquelle je ne republie pas d'avis de recherche sur ma page, c'est parce que j'en ai rien à foutre qu'ils aient disparu. Bon, en vrai, ça, c'est certes un message de grosse rageuse, mais à la limite, on peut comprendre qu'elle soit hyper énervée et pas en bon terme avec Charlie à ce moment-là. Donc passons. Par contre, ce qui commence à être super bizarre, c'est les déclarations qu'elle fait aux enquêteurs pendant tout le mois de septembre. Pendant ce temps, d'étranges messages étaient postés sur la page Facebook de Charlie Carver, et d'étranges commentaires ont commencé à sortir de la bouche de Nicole Carver. Les enquêteurs ont annoncé que Nicole leur avait raconté plusieurs histoires, comme le fait que Charlie et Kayla l'avaient appelée, qu'ils étaient en Floride, puis à Myrtle Beach, que la Pontiac blanche de Charlie était à l'aéroport, puis même dans son garage à elle.
des pistes qui n'ont jamais été vraies. Par exemple, le 11 septembre 2016, Nicole Carver est entendue par les policiers et elle leur dit un truc genre ah mais ils vont bien, hein. Moi je leur ai parlé au téléphone aujourd'hui même, vers midi. Ils étaient à l'aéroport de Greenville en train de s'acheter des billets d'avion direction la Floride. Et elle continue même à donner plein de détails. Par exemple, le fait que le couple se serait rendu à Myrtle Beach pour que Charlie se fasse hospitaliser parce que Kayla l'aurait cogné au visage et aux côtes, lui fracturant plusieurs os. Oui, je sais, trop bizarre de raconter ça, enfin, d'inventer ça, parce que en réalité, Charlie, il avait déjà été assassiné presque 2 semaines auparavant, et Kayla, pendant ce temps, elle est séquestrée depuis autant de temps. Pareil, le 19 septembre, elle a à nouveau affirmé avoir parlé à son mari le jour même, tout en refusant de donner d'autres informations. Et quand les enquêteurs ont voulu regarder son historique d'appel, elle a juste dit qu'elle l'avait effacé. Non seulement les fausses déclarations de Nicole Carver ont induit les enquêteurs en erreur, laissant planer le doute sur leur disparition, mais en plus, elle leur a fait perdre énormément de temps, puisqu'à chaque fois qu'elle a affirmé qu'ils avaient été quelque part, eux, ils ont creusé ces pistes, qui n'ont jamais rien donné. Mais c'est pas tout. Le 8 octobre 2016, Nicole a carrément usurpé l'identité de Charlene Hazel, l'enquêtrice en chef sur le dossier de la double disparition, et elle a tenté d'obtenir une info bien précise, le dernier ping envoyé par le téléphone de Charlie, donc la dernière géolocalisation de son portable. Évidemment, elle a lamentablement échoué, mais c'est intéressant de se demander pourquoi, tout à coup, elle a tenté d'obtenir cette info. Est-ce qu'elle s'inquiétait tellement pour Charlie qu'elle a essayé de mener l'enquête par elle-même ? Ou alors, est-ce qu'elle voulait connaître cette info avant les enquêteurs pour préparer une défense ou même pour faire disparaître cette preuve ? Enfin, dernier élément plus qu'accablant. Selon les journalistes de la chaîne WSPA TV, les enquêteurs ont fini par obtenir l'adresse IP correspondant aux publications des messages bizarres sur le compte Facebook de Charlie. Au cours de cette enquête, on a un peu parlé des publications bizarres sur Facebook. La police a retracé l'adresse IP jusqu'à l'endroit d'où ces messages ont été postés, et c'était depuis la maison de Nicole Carver. Donc si c'est vrai, c'était bien elle qui était derrière ces étranges messages. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Est-ce que c'est elle qui a fini par balancer Todd Kohlhepp de façon anonyme ? Est-ce que c'est elle qui l'a contacté à la base et qui lui a demandé de l'aider à se venger de Charlie et Kayla ? Est-ce que elle l'a payé pour ça? Ou alors, est-ce qu'il ne s'agit que d'une énorme coïncidence? Là-dessus, je vous laisserai vous faire votre avis. Moi, de mon côté, je suis persuadée qu'elle savait des choses et qu'elle a fini par craquer sous la pression, qu'elle a balancé Kohlhepp tout en espérant s'en sortir ni vu ni connu. Maintenant, qu'est-ce qu'il est advenu de Nicole Carver depuis tout ça? Je sais qu'elle a eu des poursuites judiciaires pour avoir usurpé l'identité d'une enquêtrice, mais je peux malheureusement pas vous dire quelles ont été les conséquences exactes de ces accusations. Tout ce que j'ai pu trouver comme info, c'est qu'elle a eu une audience devant un juge et qu'au cours de cette audience, une caution a été fixée à 2500 $. J'imagine que depuis le temps, cette caution a été payée et qu'elle n'est plus derrière les barreaux, mais j'ignore si d'autres poursuites ou investigations ont été envisagées concernant son lien éventuel avec Todd Kohlhepp. Par contre, je peux juste vous dire qu'elle s'est clairement attiré les foudres de toute la famille et des proches de Charles David Carver lorsqu'elle a tenté d'ouvrir une cagnotte avec pour objectif de récolter 20 000 $ pour les frais d'enterrement de son mari. Alors, je vais pas spécialement vous traduire les dizaines de commentaires très énervés qui ont été publiés sur cette page, mais sachez que, en gros, ça a pas du tout été apprécié par l'entourage de Charlie. Pour finir sur une note un petit peu plus légère, on va dire, sachez qu'en 2020, certains objets appartenant à Kohlhepp, et notamment ses 3 motos, ont été vendus aux enchères. L'argent généré par la vente a été versé au gestionnaire des biens de Kohlhepp et il a servi à payer les procédures judiciaires intentées contre lui, notamment celles en faveur des victimes de ces crimes et de leurs familles. Avant ça, tous les actifs de Kohlhepp avaient déjà été saisis et c'est d'ailleurs ce qui a permis de payer l'indemnisation de Kayla Brown en 2017. Même si ça n'efface en aucun cas la violence des traumatismes subis par ses victimes, ça fait quand même du bien de se dire que la fortune dont il se vantait constamment a pu servir à les aider à se reconstruire. De son côté, Kohlhepp n'a visiblement pas renoncé à se faire entendre, puisqu'en 2018, il a rejoint une action collective contre l'administration pénitentiaire
alléguant des conditions de détention discriminatoires, des abus et un accès restreint au programme de réhabilitation. Fidèle à lui-même, il semble estimer que même derrière les barreaux, tout lui est encore dû. Alors que ce soit clair, je n'ai aucune compassion pour lui, mais il faut bien admettre que les conditions de détention décrites dans cette plainte sont particulièrement atroces et c'est pas tant pour lui que ça dérange, mais plutôt pour ce que ça dit du système carcéral en général. Et en plus, avec ce qu'on voit depuis l'arrivée de Trump au pouvoir en janvier, je suis très inquiète concernant les conditions de détention aux États-Unis. Ça y est, on est arrivé à la fin de cette longue série, j'espère que vous avez réussi à suivre. Je vous avoue que je suis un peu triste d'avoir dû étaler ces épisodes sur plusieurs semaines, j'aurais vraiment aimé pouvoir sortir les 3 vidéos d'un coup, mais j'avais clairement sous-estimé la charge de travail et surtout la complexité de cette affaire. D'ailleurs, je pense que le cas de Todd Kohlhepp illustre parfaitement ça. Dans les affaires criminelles, rien n'est jamais simple. Il y a toujours plein de couches, plein de personnes impliquées, tellement de pistes à approfondir et à creuser. Et puis aussi, tout n'est jamais aussi blanc ou noir que ce qu'on pourrait croire. Il y a tout le temps des zones de gris et ce qui me frappe toujours, c'est le contraste entre les apparences et la réalité. Prenons Todd Kohlhepp par exemple. D'un côté, c'était l'agent immobilier à succès, le millionnaire qui était connu et respecté dans toute la communauté. Mais c'était aussi un homme capable de tuer à plusieurs reprises et de séquestrer des femmes dans un conteneur pendant des semaines et des semaines. Bien sûr, il y avait beaucoup de signes. On l'a vu au cours de ces 3 épisodes. Mais il faut aussi reconnaître que quand Todd Kohlhepp a été arrêté, il y a plein de personnes qui sont tombées des nues. Certains de ses collègues ou de ses voisins pour qui l'agent immobilier était juste un mec sympa et un peu extravagant. Il parlait beaucoup de lui. Il faisait partie de ces gens qui s'aiment un peu trop. Mais il semblait normal, un agent immobilier comme les autres. On ne sait jamais vraiment quel monstre on peut côtoyer. J'ai pas vraiment d'autre morale à retenir de tout ça, mais je crois bien que cette affaire m'a beaucoup plus obsédée que ce que je pensais à la base. Et j'espère qu'au travers de ces 3 épisodes, cette histoire vous a semblé aussi fascinante qu'elle l'a été pour moi et que vous avez apprécié suivre mon travail au fil de cette série de vidéos. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé en commentaire, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Merci à vous d'avoir été aussi patient et compréhensif face à l'attente qui a entouré cette série. Je sais que je l'ai déjà dit, mais vraiment, j'avais pas mesuré l'ampleur que ça allait prendre en termes de recherche, d'écriture, de tournage, de montage puis de doublage, et vraiment, je m'en excuse. Mais au moins, je suis plutôt contente du résultat final et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Sur ce, je vais enfin vous laisser, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a different place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been when you throw my